mbooloo mi étudiants yi maa ngi leen di nuyu nekk ci sa tur ak ci sant. La mairie de Yoff vous souhaite la bienvenue. Je suis un peu pris au dépourvu parce que bon, je ne suis pas préparé. maa ngi ñëwoon parce que yàlla parrain Moussa moo ma invité ma ñëw donc c'est un peu ça pour m'excuser. Donc maa ngi leen di souhaiter yéen ñëpp étudiants yi yëpp maa ngi leen di souhaiter la bienvenue. waaw kontaan nañu ci seen collaboration avec la mairie de Yoff vraiment yéen a ngi jàppale yéen a ngi dugal seen loxo ci dëkk bi yéen a ngi taxaw seen taxawaay macha allah ñu ngi leen di souhaiter yéen ñëpp la bienvenue. Nous voilà à la grande finale de la plus grande compétition d'art oratoire de notre zone. Une cérémonie grandiose, certes, mais aussi très symbolique. Mesdames et messieurs, je suis fier de voir ce que sont devenus ces braves apprenants yoffois. Braves parce qu'ils sont venus à bout de leur timidité, braves parce qu'ils ont fini de faire triompher l'espoir sur la peur qui les habitait. Et croyez-moi, ce n'était pas du tout évident. Pas du tout. Ce n'était pas facile pour eux d'arborer l'estrade, de partager des mots avec un public. C'était un défi réel et grave qu'ils ont relevé. Depuis le mois de février, ils n'ont cessé de se réunir à chaque quinzaine du mois pour se perfectionner et s'adapter à devenir meilleurs. Monsieur le parrain, veuillez agréer l'expression de notre incommensurable respect. Ils l'ont osé, ils l'ont fait, ils l'ont réussi, ils méritent des applaudissements. Chers apprenants yoffois, vous faites partie de l'élite aujourd'hui et vous êtes reconnus à grande échelle au niveau national. Mes chers frères et sœurs, ne dormez pas sous vos lauriers. Ne dormez pas sous vos lauriers. Le chemin reste long, périlleux et parsemé d'embûches. Mais avec de la persévérance et de l'endurance, sa longueur ne se fera point sentir. Le défi est immense, mais qui est sans nul doute la plus grande. Je suis sûr que nous serons à la hauteur, nous tous. Tâchons de redorer le blason de notre chère Yoff. Que dis-je? La plus prestigieuse et la plus historique de toutes les communes, ne faisant dépendre de notre succès sur les valeurs telles que l'honnêteté, le travail acharné, le courage, le fair play, la tolérance, la curiosité bien orientée bien sûr, la loyauté et surtout, et bien surtout, le patriotisme. Lexi, recevez nos salutations les plus distinguées. Jeunes yoffois, comme le fameux chien de Pavlov, nous sommes des êtres conditionnés vraisemblablement. Mais contrairement à lui, nous pouvons décider de nous déconditionner. Nous pouvons décider de changer, de faire autre chose ou de faire autrement, de laisser de vieilles et mauvaises habitudes pour en adopter de nouvelles. Car ce qui a été la meilleure réponse à un moment donné de notre vie ne l'est plus peut-être aujourd'hui. Soyons les acteurs de nos vies. Affrontons les difficultés qui s'y joignent. Et transposons le négatif en positif. Croyons en nous, croyons en nos capacités et nos rêves. Aussi grands qu'ils soient, ils se réaliseront. Chers participants à la première édition du concours d'éloquence, vous nous avez fait vibrer, vous nous avez fait pleurer, vous nous avez fait rire et même rêver. Ensemble, nous avons franchi une étape de notre vie et tendons vers une autre avec une meilleure issue. Dans cette compétition, nous avons vu un certain Ismaïla Hussein Bolteba qui, lors de la première journée, avant de prendre la parole, avait pris la poudre d'escampette. Mais courageux comme il est revenu faire son intervention et par la même occasion, il s'est qualifié pour le tour suivant. Nous avons eu connaissance de la jeune et poignante Fatih Dien Koundoul, qui n'a cessé de nous embarquer dans son monde à elle, lors de ses différentes allocutions. Mais mesdames et messieurs, je vais vous donner un conseil. Évitez de vous mettre près d'elle quand elle prend la parole. Vous risquez de prendre des coups de poing involontaires en plein visage. Nous avons aussi la chance de voir un certain capitaine Mamadou Djei, qui nous laissait avec des crampes au ventre dues à des rires incessants provoqués par son discours aussi riche qu'amusant. Maintenant, je m'en vais parler d'un frère membre de l'AIE depuis plus de 3 ans aujourd'hui, dont je suis particulièrement très fier.
Il y a quelques années, je l'ai vu effrayé au point de refuser de prendre part à la défunte activité dénommée Voix des jeunes leaders. Cette année, il est venu à bout de tout cela, s'est présenté et s'est même qualifié en finale. Mesdames et messieurs, veuillez applaudir El Hadj Ali Diop. Voir aujourd'hui son ami et acolyte Seydina Mohamed Laye Ndoye en finale n'est en rien une surprise pour nous, bien sûr. Il était en effet le meilleur débatteur de la dernière édition de la Voix des jeunes leaders. Et depuis ce jour, il ne cesse de s'améliorer et je suis toujours épris d'une grande fierté quand je le vois parler. On se rappelle aussi certainement de l'intrépide Seydina Mandione Laye Seck, qui s'était permis de draguer un membre du jury en pleine allocution. Mesdames et messieurs, ces quelques anecdotes ne sont rien face à l'océan de beaux souvenirs qu'on garde de cette belle compétition. Pour étancher votre soif de connaissances pratiques liées à la prise de parole en public, c'est avec plaisir que je vous annonce la création du club d'art oratoire qui sera sous la tutelle de l'association des étudiants et élèves de Yoff. Mesdames et messieurs, les parents d'élèves et d'étudiants, veuillez croire à nos sentiments cordiaux et respectueux. Médis Sall, Khadimba Kenyan, Seydina Mandione Laye Seck, Yaye Fati Laye Samb, Sini Ndoye, Seydina Mandione Laye Ndoye et El Hadj Ali Diop, nos chers finalistes. Nous vous félicitons cordialement d'être arrivés à cette dernière étape de la compétition. Aujourd'hui, vous êtes les dignes survivants d'une rude compétition à la concurrence très saine. Soyez fiers de vous, maintenez le cap et adoptez l'optique d'amélioration continue. En ce jour, 2 d'entre vous seront couronnés, mais c'est la jeunesse yoffoise qui triomphera. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, j'aimerais partager avec vous une citation des plus inspirantes. On ne va pas bien loin dans la vie si on ne commence pas par faire quelque chose pour quelqu'un d'autre, affirme Melvin Jones. Nous sommes tous en quête de bonheur, de réussite, de succès. Seulement peu d'entre nous réalisent que la réussite ou le bonheur ne commence que lorsqu'on comprend que la clé de ces derniers est tout simplement l'altruisme. Il faut être altruiste. L'altruisme ou encore le fait d'aider son prochain de manière simple et désintéressée. Si tu veux aller plus vite, marche seul. Mais si tu veux aller loin, marchons ensemble. Tout d'abord, qu'est-ce qu'aller loin dans la vie? À première vue, cette phrase signifie le fait de traverser de longues distances. Cependant, aller loin dans la vie signifie au sens figuré accomplir ses objectifs, concrétiser ses rêves. Pour certains, cela veut simplement dire faire fortune ou acquérir des biens de grande valeur. C'est ce que nous avons compris ici à l'association des étudiants et élèves de Yoff. C'est ce credo qui nous pousse à ne ménager aucun effort pour servir comme nous savons le faire la population yoffoise en général, les apprenants yoffois en particulier. Monsieur Babacar Sène, recevez l'expression de notre plus haute considération. Mesdames et messieurs, et si pour aller loin dans la vie, il ne suffisait que de suivre la trace des grands hommes. Pour n'en citer qu'un, j'aimerais citer Monsieur Moussa Sène, le parrain de cette première édition du concours d'éloquence est une des figures emblématiques de la lutte pour la cause des apprenants yoffois. Le choix porté sur cette honorable personne est loin d'être fortuit. En effet, depuis des années, il a toujours été à notre cause, n'hésitant jamais à s'impliquer sans commune mesure dans tout ce que nous faisons, embarquant aussi sa poche par la même occasion. Vous élèves, étudiants de Yoff, vous n'avez pas besoin d'aller chercher ailleurs une très grande référence. Vous en avez une devant vous et vous en saurez davantage quand on vous présentera son parcours plus tard. Tonton Moussa, de la part de toute la jeunesse estudiantine des terres de Mame Coumba Ndoye, recevez l'expression de nos sentiments les plus dévoués. Cher auditoire, aidez-moi à lui transmettre de vive voix ces petits mots très symboliques. Merci, merci et encore merci pour tout. Bon, il est vrai que qui s'explique s'accuse, mais il demeure aussi d'actualité l'adage qui dit « qui ne dit mot consent ». Et ici, l'histoire et la postérité nous interpellent, donc permettez-moi d'apporter un petit éclaircissement des suites de la rumeur selon laquelle notre cher aïeux
à laquelle nous tenons vraiment, a reçu une subvention à hauteur de 10 millions de la part de la mairie. En effet, le 30 janvier passé, nous avons rencontré le ministre et maire de Yoff, M. Abdoulaye Diouf Sarr, ainsi que nombre de ses collaborateurs. Au cours de cet entretien, il avait promis de nous remettre la dite somme dans un délai bien déterminé. Mais c'est peut-être par omission, par oubli, que ça tarde à nous parvenir. Mais jusqu'à ce jour, il n'en est rien de tel. Par ailleurs, nous saluons son initiative et ses projets pour le développement de notre chère commune et nous l'interpellons solennellement sur ce fait. Car il y a des gens mal intentionnés qui sont en train de faire le tour de la commune, s'adjugeant le mérite d'avoir permis à l'AIE de recevoir 10 millions. Mesdames et messieurs, cette subvention qui a fait tant de bruit revêt une importance capitale, pour ne pas dire vitale. En effet, elle permet à nos nombreux camarades étudiants yoffois qui sont au niveau des régions de l'intérieur du Sénégal de subvenir à certains besoins primaires. Comprenez par besoins primaires ceux liés au logement et à la restauration. Ils sont plus de 300 à avoir quitté leur zone de confort pour se construire un avenir radieux, quel qu'en soit le prix. Nous espérons que la SOS lancée sera entendue pour ainsi nous permettre de dépasser l'étape d'étudiant et revenir à notre étape d'étudiant. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer sans pour autant féliciter, je vais la qualifier comme une dame, cette dame à laquelle je tiens, cette dame à laquelle je suis vraiment éprise comme un fou. Je suis épris comme un fou, oui. Permettez-moi de citer l'équipe de l'association des étudiants et élèves de Yoff que j'ai eu à diriger. Applaudissez-vous, Nourou. Cette équipe jeune, dynamique et très déterminée qui souvent se lève de bonne heure comme aujourd'hui, se sont levés à 6 h du mat, sans pour autant goûter au petit déjeuner et apprécier sa saveur, sacrifiant leur plaisir pour offrir aux autres un parfait bonheur. Chers collaborateurs, soyez certains des folles amours que je ressens pour vous et sachez aussi que ce n'est que le début du commencement. Le chemin sera long et difficile, mais main dans la main, nous verrons le bout du tunnel. J'ai été long, très long. Je vous remercie de votre très aimable attention. Du fait de la proximité. Parce que peut-être on pensera que ce que je vais dire ne va pas être objectif. Mais par la suite, je me suis dit non, pour 2 raisons. La première raison vient du président de l'AE qui me disait qu'à chaque fois qu'on a un parrain, ce sont les proches et les amis de cette personne qui témoigne. Or, de ce point de vue, je pense que non seulement je suis le frère, mais aussi je suis l'ami de Moussa, donc de ce point de vue, je peux témoigner. Mais la seconde raison qui m'a surtout amené à témoigner, c'est que ce que je vais dire de Moussa, tout le monde le sait en lui. Et si je devais présenter Moussa Sène en 4 termes, je vais dire Moussa la générosité, Moussa la discrétion, Moussa l'humilité et Moussa l'intelligence. Pourquoi Moussa Sène la simplicité? La générosité d'abord, je vais commencer par la générosité. Le président parlait tout à l'heure du terme altruiste. Moussa est le symbole même de l'altruisme. La preuve, dès que tu vas chez lui, tu passes une journée, tu vas te rendre compte du nombre de personnes qui entrent et qui sortent. Tu ne sauras jamais pourquoi la personne est venue, tu ne sauras jamais pourquoi la personne est sortie. Mais en tout cas, les gens viennent tout le temps et ils règlent les problèmes discrètement, sans faire du bruit. Et tout le monde sait, nous, mieux que tout le monde, que Moussa, depuis sa naissance, il est disponible pour les personnes. Non pas seulement pour donner de l'argent, parce que ça, c'est un autre aspect. Mais le premier aspect, c'est surtout la générosité dans les idées, dans les conseils, dans l'accompagnement, quelle que soit la nature de la personne qui vient vers lui.
Donc, je pense que ça, c'est un signe important que toute personne peut témoigner sur la personne de Moussa Sène. À part la générosité, je peux parler également de la discrétion. Moussa est discret et cela rejoint ce que je viens de dire. Il donne par la main droite, mais la main gauche ne sait jamais ce que l'autre main a fait. Ça, c'est parce qu'il est discret qu'il le fait. Je peux parler également de son humilité. Moussa Sène est directeur du capital humain et de la logistique de la CNCA, une grande banque. Il est également conseiller municipal. Il est enseignant à l'université de Bambey. Il aurait pu se targuer de ça dans sa démarche ou dans ses façons de faire. Mais jamais cette personne n'a changé. Il se comporte de la même façon, il s'exprime de la même façon, il a les mêmes compagnons, les mêmes amis de toujours. Ça, il faut être humble pour le faire. Et je sais que ces amis qui sont dans l'assistance ne me démentiront pas parce qu'ils savent de quoi je parle. Le dernier élément, peut-être qui va vous paraître surprenant, c'est son intelligence. Et là, je vais vous raconter quelques anecdotes. Quand Moussa Sène était à l'école primaire, pendant 6 ans d'affilée, à chaque composition, donc durant les 3 compositions de l'année, il était toujours premier de sa classe. Ça, c'est incontestable. Et je me rappelle toujours, ses camarades le portaient sur leur épaule et l'amenaient à la maison triomphant. Ça, je crois que c'est un signe d'intelligence. C'est un signe également de maîtrise de ce qu'il faisait. Une deuxième anecdote par rapport à cela. Je me rappelle que Moussa, avant d'aller à l'école primaire, avant de commencer l'école, il récitait déjà le livre de Clade jaune. Je ne sais pas si les anciens se rappellent. Il commençait de la première page à la dernière page et il le disait par cœur, avant de commencer l'école. Ça, quand même, je pense que c'est un signe extrêmement éminent, extrêmement pertinent d'intelligence que nous avons vécu. Il faut être proche de lui pour savoir ça. Donc, c'est pour toutes ces raisons que j'ai accepté de faire un témoignage sur lui, tout en sachant que tout ce que je dis ne sera pas contesté par qui que ce soit parmi l'assistance. Et de ce point de vue, nous, la famille, nous sommes honorés. Nous sommes également très encouragés de voir que Moussa a été porté comme parrainage de cet événement. Et là, nous remercions l'association pour tout ce qu'elle a fait, toute sa gratitude en portant Moussa à ce niveau. Nous ne saurons jamais vous dire merci suffisamment. Merci, merci et merci. En 1995, il a eu sa maîtrise en sciences juridiques et politiques, option droit des affaires, à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. En 2002-2003, il a eu son diplôme supérieur de gestion des ressources humaines, DSGRH, à Subdeco Dakar. Et en 2015-2016, MBA en management et gestion des organisations, en co-diplomation avec l'Université du Québec à Montréal, à IAM de Dakar. fa mu toj bëri na ma commencé si fa mu toj kon année 1998-1999 ONG bu CRES bu autant pour moi projet système d'information populaire chargé du volet aide et juridique et pratique. En 1998-1999, centre de formation professionnelle BT ASETI Dakar, section de la formation professionnelle chargée de cours de droit et législation. En mars-juillet 2000, Institut supérieur des sciences de l'information et de la communication Dakar, secteur de la formation professionnelle, assistant en cours NTIC. Juste pour rappeler que les NTIC, c'est les nouvelles technologies d'information et de communication. En 1999-2000, au Centre des ressources de l'émergence sociale,
participative, coordonnateur de projet. En mars 2000, mai 2005, Centre des ressources pour l'émergence sociale participative. Secteur de l'ONG, 15 employés permanents, experts et personnels communautaires, responsables administratifs des ressources humaines. En mai 2005 et novembre 2006, Caisse nationale de crédit agricole du Sénégal, CNCAS, cadre des ressources humaines. En décembre 2006 et juin 2009, Caisse nationale de crédit agricole du Sénégal, chef du service de la formation et de la gestion prévisionnelle du personnel. En juin 2009 et août 2015, Caisse nationale de crédit agricole du Sénégal, chef du département des ressources humaines et de la formation, chargé de la gouvernance d'entreprise, assemblée générale, conseil d'administration relatif à la BCEAO et à la commission bancaire. En août 2015, janvier 2018, Caisse nationale de crédit agricole du Sénégal, directeur des ressources humaines et de la logistique. Et depuis janvier 2018, à la Caisse nationale de crédit agricole du Sénégal, CNCAS, directeur du capital humain et de la logistique. Nous, vous m'avez je vais faire des activités associatives. En 2015, il est membre du conseil d'administration de la caisse de retraite par répartition avec épargne de l'Union monétaire ouest-africaine. Moussa Sen a été le président de l'Association africaine des ressources humaines, des banques et établissements financiers. Il a été membre du comité de dépouillement et de correction du Fonds de développement de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. J'ai été président de la commission formation de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers du Sénégal. Il a été membre de la commission paritaire mixte chargée de la rédaction de la nouvelle convention collective des banques et établissements financiers du Sénégal. Moussa Sen a été également rapporteur de la commission technique des DRH de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers du Sénégal, négociation collective avec les syndicats, mise à jour de la convention collective des banques et établissements financiers. Il a été membre actif de l'Association sénégalaise des professionnels des ressources humaines, président du comité d'hygiène, de santé et de sécurité au travail, président du comité de dialogue social de la CNCAS, membre du conseil d'administration et du comité de crédit de la mutuelle d'épargne et de crédit de Yoff, la MEXI, membre fondateur de l'association des élèves et étudiants de Yoff. C'est lui le fondateur, mon fondé l'association. Au-delà de ça, il y a que la fois qu'il y a une bibliothèque, Ousmane Sembène. Il est le bénévole et fondateur même de cette bibliothèque. Encore. Il est membre de l'APEXI. En même temps, il est vice-président de la commission scientifique de la conférence des écovilles et écovillages organisée par l'APEXI en 1996, conseiller municipal de Yoff de 2009 à 2014, conseil municipal de Yoff, président de l'association des jeunes musulmans de Yoff. Donc, nous n'avons pas passé cette première intervention. Alors, comme on l'a dit, on va passer par les interventions. Mesdames et messieurs, pour cette finale du concours d'éloquence organisé par l'association des élèves et étudiants de Yoff, il y a deux niveaux. Il y a le niveau secondaire et le niveau supérieur. Pour le niveau secondaire, ce sont les élèves qui sont de la classe de 3e à la terminale. Ils ont un thème. Le thème, c'est quelle entrave la mondialisation a par rapport à l'identité culturelle. Mais madame, mondialisation par rapport à notre identité. Le recteur de beaucoup dit c'est dans le cas. Tu te demandes est-ce que ce sont des Africains? Est-ce que valeur africaine les candidats qui sont pour le niveau secondaire auront à débattre. Il y aura un autre thème pour le niveau supérieur et c'est ceux qui sont au niveau de l'université. Le thème porte sur quel impact les APE, les accords de partenariat économique, peuvent avoir sur l'économie du Sénégal. Ils ont été élégants, ils ont été éloquents, mais ce soir, je pense que, mesdames et messieurs, vous allez voir du jamais vu.
Prêtez-nous vos oreilles et vos yeux. Fadlaï, qu'est-ce qui suit? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bonsoir à tous et à toutes. Chers membres du jury, chers modérateurs, cher Monsieur le Président de l'association élèves et étudiants de Yoff, cher Monsieur le parrain, Monsieur Hassen, Seigneur Matari Fatedjel, merci infiniment de nous avoir honorés en ce grand jour. Un événement grandiose tant étendu. Alhamdulillah, Dieu merci. Charmante proviseur, je vous salue. Sinindoy, je me nomme. Élève en classe de première au lycée au village. La mondialisation était une entrave à notre identité culturelle. Tout d'abord, nous allons définir le concept de mondialisation. La mondialisation est l'ensemble des processus économiques, sociaux, culturels, technologiques et institutionnels. Elle contribue à la mise en relation des sociétés et des individus du monde entier. Cependant, certains Européens pensaient que l'Afrique n'avait pas de civilisation. Et d'autres, comme l'un des philosophes allemands du monde, Hegel, disaient que l'Afrique n'est pas une partie historique du monde. Cela permettra aux Africains de défendre cette pensée européenne et allemande sur l'existence de la civilisation africaine. Car pour les Africains, la culture n'est pas seulement un jugement négatif des valeurs, mais un ensemble de valeurs, de pratiques qui expliquent les civilisations humaines. Comme vous me voyez, je suis en mode traditionnel lébou, car c'est notre fierté pour nous. La culture lébou est une fierté pour nous, on doit le valoriser. La culture lébou avait même un hymne national qui incarnait certaines de nos valeurs. Certains de nos voisins de la presqu'île du Cap-Vert, Djalaw, Djender, Djeguet et Djelek. Ils disaient Ka Djalaw, Djender, Ka Djeguet, Ka Djelek, Ka Tango Komboko, Kodjom, Kondam. Ils nous parlent ici. Ils vont nous expliquer même la solidarité, l'entier et l'entraide qu'on faisait pour avoir une victoire, car l'union fait la force. C'est sous ce rapport qu'on peut dire que la mondialisation culturelle est un phénomène ancien, qui est à la source des valeurs, qui est à la source de l'essor des civilisations humaines. L'échange crée la valeur. La cohabitation culturelle au niveau mondial passerait donc par une réaffirmation à l'échelle internationale. Par exemple, les festivals, qui sont des rendez-vous du donner et du recevoir. Cela nous mène vers un sujet sensible, la question raciale. Pour tout ce phénomène historique de mondialisation, les nouvelles techniques de l'information et de la communication transforment le monde. Les nouvelles techniques de l'information et de la communication transforment le monde pour prédominer l'existence culturelle en un monde plus interculturel. Et si la mondialisation influence et bouleverse la vie quotidienne de nos sociétés d'aujourd'hui, cher monsieur le parrain, on doit poser la question à savoir comment préserver les identités culturelles au sein de la mondialisation. Je vous remercie de votre aimable attention. Honorable monde du jury, cher public, chers invités, chers contradictoires, veuillez recevoir mes salutations les plus distinguées. Je m'appelle Hadima Kenyon, élève en classe de seconde à l'école privée Céline Majornet. Nous voilà encore une fois réunis pour parler d'un thème,
un thème qui porte sur une question qui nous concerne tous. Oui, tous autant que nous sommes. La mondialisation est-elle une entrave pour notre identité culturelle? Avant de tenter de répondre à cette question, nous allons tout d'abord l'étudier. Qu'est-ce que c'est que la mondialisation? Qu'est-ce que c'est l'identité culturelle? La mondialisation ou encore l'anglicisme globalisation est l'unification des peuples, des pays, des nations et désigne l'accélération des mouvements et échanges d'êtres humains, de biens et de services, de capitaux, de technologies ou de pratiques culturelles sur toute la planète. L'identité culturelle est ce par quoi se reconnaît une communauté humaine sociale, politique, ethnique, religieuse, etc. en termes de valeurs, de pensée et d'engagement, de langue et de croyance, de vécu en commun et de mémoire historique. La mondialisation touche plusieurs secteurs. L'économie, la finance, la géographie, mais la politique, mais surtout la culture. Il est reconnu que la mondialisation permet à l'homme de s'enrichir de nouvelles cultures et de nouveaux horizons. Mais la question soulevée aujourd'hui est, la mondialisation est-elle une entrave pour notre identité culturelle? Après une longue réflexion, je peux vous affirmer que la mondialisation est bel et bien une entrave pour notre identité culturelle. Autrement dit, la mondialisation peut être un frein, un obstacle pour notre identité culturelle. Mais alors, comment? D'abord, nombreux sont les écrivains africains qui ont tenté de dénoncer les conséquences de ce fait. Par exemple, nous avons Sékou Boyo dans son livre intitulé Sous l'orage. Cet fameux orage qui a bouleversé les peuples africains, qui n'était causé autre que par l'arrivée d'une nouvelle civilisation, celle occidentale en Afrique. Ou encore, dans l'aventure de Cheikh ambiguë de Cheikh Anta Diop, ou encore dans l'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane, le jeune Paul Samba Diallo, qui a été allé poursuivre ses études en Europe et qui est en Europe et qui a été séduit par la culture européenne. Mais le jeune Samba, à force de mimétiser cette culture, finit par tomber dans l'aliénation. En somme, la mondialisation, de par le choc des cultures, peut constituer d'une part une source de déracinement, surtout pour les jeunes. Et c'est là que se pose le problème. Il faut savoir que la culture se transmet de génération en génération. Et comme le disait Jean Buteau-Romard, les enfants sont les gardiens de l'identité culturelle de toute nation. Et tant que les jeunes tendent à s'éloigner de ce trésor, eh bien, nous la perdons. Ensuite, la mondialisation tend quelquefois à casser nos diversités pour une homogénéisation culturelle. En effet, à cause de la mondialisation, les gens délaissent leurs coutumes, leur manière de s'habiller, de manger, leur mode de vie pour en adopter un universel. Le meilleur moyen d'expliquer l'homogénéisation due à la mondialisation est l'exemple des grands producteurs américains. En effet, ils font de la culture une industrie, en passant par la dictature du gin, du fameux Coca-Cola ou encore de la McDonaldisation. Chez nous, au Sénégal par exemple, nous pouvons remarquer que les pailles et les goûts traditionnels ont cédé place au gin, ou encore le fait de manger avec la main au couvert. Enfin, il y a lieu de se demander si, à la rencontre de toutes ces cultures, plus de 5 cultures, nous pourrions tous régner. Bien sûr que non. Certains prendront le dessus, tandis que d'autres finiront par disparaître. Même s'il est vrai que la mondialisation nous apprend beaucoup de choses, nous devons nous demander, comme Thierry le Marabout dans l'aventure ambiguë, si ce que l'on va apprendre vaut ce qu'on va perdre. Peut-on apprendre sans oublier? Et ce que l'on va apprendre vaut-il ce que l'on va oublier? Je ne saurais terminer sans évoquer les propos de notre premier président, Léopold Sédar Senghor, qui a parlé d'enracinement et d'ouverture. S'enraciner,
s'ancrer dans sa culture. Merci, mademoiselle Khadima Kenyan. À toutes et à tous, honorables invités, messieurs les autorités coutumières et politiques, très chers membres du jury, monsieur le président de l'association des élèves et étudiants de Yoff, honorable parrain, monsieur Moussa Seck, auguste assemblée composée de parents, camarades, amis, voisins et professeurs. Soxna Ndeye Marie Sall Zamono, élève en classe de 3e au cours privé Sidina Mandione Laye. Tout en vos qualités et grades, bonsoir. Mesdames et messieurs, par une belle journée ensoleillée à la maison d'arrêt de Camp Pénal, aussi paradoxal que cette formulation puisse sembler échonnée, une détenue se faisait conduire au palais de justice pour son ultime jugement. Des heures passées, ses oreilles bourdonnaient des plaidoiries passionnées de ses intercesseurs. Mais comme sphinx, elle gardait le silence. Son regard fixé sur un individu, vêtu de noir. Parmi les spectateurs assis là, mais ne semblait ne pas se presser à ce qui se disait. Aussi surprenant que cela puisse être, elle le regardait sur tous les angles, avant qu'une voix ne la fasse sursauter. Le juge venait de prononcer son nom. Le tribunal doit statuer sur le sort de Madame Mondialisation, accusée d'être coupable du changement, de la disparition de l'identité culturelle de chacun d'entre nous. Ainsi, nous assistons au procès de Madame Mondialisation, qui, depuis sa naissance, a commis tous les crimes pour lesquels elle est jugée. Elle nous a liés à d'autres êtres humains, situés de l'autre bout du monde, de cultures différentes. De nombreux reproches sont adressés à la mondialisation par l'identité culturelle. On peut citer entre autres une mondialisation qui est une contrainte ou un obstacle à notre identité culturelle. Le vent de la mondialisation apparaît comme une fatalité, mais le plus important et le plus usant est de s'interroger sur l'attitude à adopter face à ce fléau qui se veut essentiellement globalisant ce monde. Mesdames et messieurs, mes mots veulent montrer à l'Africain, au Sénégal plus précisément, comment s'animer à la mondialisation tout en restant lui-même. Certains disent que l'Afrique est déjà embarquée dans le processus, puisque ses arts sont marqués d'un électisme culturel et promeuvent l'éthique. Très chers membres du jury, il y avait seulement quelques décennies de cela, la culture africaine était respectée par les fils d'Afrique. Le respect du sacré, la crainte des dieux, de certains esprits protecteurs, que l'on peut trouver chez nos frères Lébou par exemple, et le respect de la tradition était à l'ordre des choses. Mais aujourd'hui, cette culture est délaissée au profit des cultures connues par le biais de la mondialisation. Mesdames et messieurs, la culture africaine est en train de perdre ses valeurs d'autrefois. Si rien n'est fait, elle disparaîtra. Pour empêcher ce drame, chaque Africain doit pouvoir être lui-même, c'est-à-dire accepter son état d'Africain. L'Africain doit pouvoir alors reconnaître que son manque de vision à long terme est l'une des principales sources de son malheur. Auguste assemblée. La question que l'on se pose demeure toujours. Qui peut croire à ce continent où le soleil n'est jamais reluisant, où rien semble être semblable à aujourd'hui? Comment peut-on alors accepter quelque chose qui vient d'un continent qui lui-même n'est pas crédible? Il suffit qu'aujourd'hui, qu'un modèle de culture extérieure se présente en Afrique pour que les Africains l'adoptent avec passion, comme si c'était le leur. Exemple, l'habillement. Mesdames et messieurs, l'obstacle que la mondialisation est pour l'Afrique et pour l'identité culturelle est accentué par les marchands scientifiques.
qui déculpabilise le reste du monde. Merci, sauf les meilleurs. Honorable parrain, charmant auditoire, chers co-débatteurs, messieurs, dames et jury, bonsoir. Excusez ma voix cassée. Notre culture, c'est notre identité. Et les caractéristiques de notre humanité, elles nous distinguent des animaux. Sa valeur se reconnaît par ses normes, ses institutions, ses rites et ses coutumes. La culture est l'ensemble des productions signifiant d'une société humaine organisée, ce qui implique le langage, les mœurs, les traditions, la manière de vivre et de se comporter telle qu'elle existe dans une société donnée. Nous vivons dans notre culture. Nous y sommes habitués comme le poisson dans l'eau. Et il nous paraît de ce fait tout à fait normal qu'il soit naturel. Par la culture, l'homme se donne les moyens d'habiter le monde selon des modalités d'une richesse et d'une inventivité extraordinaire. Et cet effort est au principe de toute culture. Partout et toujours, l'humanité rencontre les mêmes problèmes. La survie, le sens de la différence des genres, la suite des générations, la souffrance, la mort. Si les réponses varient, les défis de base et les interrogations sont les mêmes. Voilà ce qui fonde une certaine transversalité entre les cultures. Aussi, en favorisant l'éveil aux richesses que chaque milieu, que chaque individu possède, la culture établit un trait d'union entre les autres et soi-même. De plus, la culture est en perpétuel mouvement du fait de l'interaction, l'innovation, l'hybridation, la mondialisation. La mondialisation désigne le processus par lequel les relations entre les nations deviennent interdépendantes et dépassent les limites physiques et géographiques qui pouvaient exister auparavant. On peut ainsi constater une similitude entre des cultures. Toutefois, certaines cultures enferment les hommes derrière des barrières exclusives, peut-être pour empêcher une uniformisation ou même un ordre culturel. Ce renfermement aboutit à l'ethnocentrisme, qui se traduit par le fait de considérer que seul le groupe humain auquel on appartient possède une culture. Par conséquent, cela engendre des troubles sociaux comme le racisme, l'ethnocide, le génocide, la catégorisation, la discrimination, la xénophobie et bien d'autres mots. Nombreux sont ceux qui ne savent pas à quel point le dialogue et l'échange interculturel sont importants. S'intéresser à d'autres cultures satisfait la curiosité naturelle de l'homme, rend l'homme plus intelligent, développe les aptitudes de l'esprit par la recherche de compréhension, rend l'homme plus tolérant car il s'ouvre à des réalités différentes de la sienne. Mieux, cela lui permet d'améliorer sa culture en s'inspirant de ce qui se fait ailleurs. Et comme le disait Antoine de Saint-Exupéry dans son livre La Citadelle, si tu diffères de moi mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis. De plus, le repli culturel n'est plus possible aujourd'hui. Dans un monde globalisé où il n'y a presque plus de barrières pouvant empêcher la rencontre entre les différentes communautés humaines. Il est aujourd'hui nécessaire de s'ouvrir et d'aller vers d'autres cultures. Mais cela ne veut pas dire tourner le dos à sa culture. Sinon, on risque de se perdre comme Samba Diallo dont parle Cheikh Hamidou Kane dans l'aventure ambiguë. Il faut d'abord s'enraciner et maîtriser sa culture avant de s'ouvrir aux autres. Vous me voyez? Je me suis habillée en belle robe, j'ai mis mon plus beau foulard et n'empêche, je me tourne vers les autres cultures. Revenons à la mondialisation, car il convient de partir des réactions que suscite ce phénomène. Elle suscite chez moi une euphorie et un enthousiasme extrême. L'humanité accéderait enfin au cosmopolitisme rêvé par tant de philosophes, ou plus exactement à la mise en place d'une société civile de l'échange généralisé. Notre planète deviendrait ainsi un grand village, où chacun serait à même de reconnaître l'autre comme son proche. L'ouverture des frontières, hors des carcans, l'ouverture universelle, hors des carcans des frontières, signerait l'avènement d'une liberté presque illimitée dans les échanges,
et donc dans l'approche de l'humain. En outre, la mondialisation est à la source de l'essor des civilisations humaines. Retenons donc que les cultures sont recréées en permanence. Merci, Bonjour à tous. Mon nom c'est Seydina Mounion Laïsek. Je suis en classe de terminale L2 au cours privé d'abord. Je vais parler d'un sujet très important. La mondialisation est-elle une entrave à notre identité culturelle? Karl Marx, il disait dans son livre Le Manifeste du Parti communiste, il disait un spectre entre l'Europe, c'est-à-dire le communisme. Moi aujourd'hui, je vais le plaidoyer, entre l'Europe, c'est-à-dire le communisme, mais aujourd'hui, je vais dire qu'un spectre entre la planète tout entière. Je vais parler de la mondialisation. Qu'est-ce que c'est que la mondialisation? La mondialisation, c'est un processus d'intégration des marchés, mais non pas seulement un processus d'intégration des marchés, mais aussi de rapprochement des peuples. Quand je parle des peuples, c'est-à-dire de nous tous, nous Africains, Européens, tous y compris, on est tous mis dans un même sac. Maintenant, la mondialisation, elle vise à nous inscrire tous dans un même lot, un même sac qui vise à uniformiser un peuple, visant ainsi à former un village planétaire. Quand je parle de village planétaire, c'est-à-dire il n'y aura plus de limites, plus de frontières. Nous vivons tous au dépend de nos cultures. Et est-ce que cette mondialisation a un problème pour notre culture? Je dirais oui aujourd'hui, parce qu'elle a un problème. Parce que vous verrez aujourd'hui, un Chinois est différent du Sénégalais. Le Chinois croira aujourd'hui que sa culture est 1000 fois plus importante que celle du Sénégalais. Parce qu'il jugera que sa culture est supérieure. Alors que moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je parlerai d'autre chose. Je parlerai de l'américanisation. Quand je parle d'américanisation, je parlerai de tout aujourd'hui. Comme aujourd'hui, vous, monsieur Ali, vous venez de porter un costume. Africainement, c'est pas notre tenue. Vous parlez de porter un costume américain. Maintenant, je l'accepte. Non, vous êtes élégant, je l'accepte. Ça. Et en plus, nous avons tous quelque chose qui nous ramène autrement. C'est-à-dire, certains d'entre nous, certains vivent à l'italienne, à l'espagnol, ou d'autres vivent même avec un tout autre style qui n'est pas typiquement africain, pas typiquement inséré à notre culture. Et de ce fait, aujourd'hui, je vais vous montrer un exemple aussi simple. Prenons l'exemple d'une cour d'école. On est enfants. Nous tous, nous avons été enfants du moins. Nous avons tous partagé la cour de l'école, la récréation. Vous voyez, dans une récréation, il y a le clan des filles, le clan des garçons et le clan des trucs. Parce que tout le monde, on est divisé en clans. C'est-à-dire que l'être humain, il est habitué à créer lui-même un propre clan. Il se subdivise directement. Habituellement, dès la naissance, il est égoïste. Il a envie de se départir de tout le monde, de créer quelque chose. Il est en d'autres termes, c'est un créateur de culture. Et vous voyez cela. Et aujourd'hui, on ne saurait parler de culture. Quand on parle de culture, moi je préférais parler d'une équipe de football. Vous voyez,